N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Merci de nous être fidèles sur le 3xWcanalK.ch sur Radio Avoletier, la voix de la raison du peuple togolais. Au Togo, la crise est perdue. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition reprend la rue. La médiation de la CEDEAO a-t-elle échoué? Nous ouvrons le débat ce soir avec nos invités, dont le ministre J.B. Bawara, ministre de la fonction publique en ligne depuis Lomé. Bonsoir, J.B. Bawara. Bonsoir Sylvain Amos et bonsoir aux autres intervenants ainsi qu'à vos auditeurs et à vos auditrices. Merci. Depuis Lomé également, nous accueillons la consoeur Fabi Kouassi qui est journaliste. Fabi Kouassi, bonsoir. Sylvain Amos, bonsoir. Bonsoir à vos auditeurs et auditrices. Merci. Et ici même de la diaspora en Allemagne, nous accueillons Clément Cloutier. Bonsoir. Bonsoir monsieur Sylvain Amos, bonsoir à vos auditrices et à vos auditeurs. Merci également de nous accompagner depuis l'Allemagne. Clément Cloutier est homme politique germano-togolais, parlementaire coopté de la CDU, l'Union des chrétiens démocrates et l'Union des chrétiens démocrates est partie de la chancelière d'Angela Merkel, chargée des questions d'intégration et d'immigration avec siège au Parlement local de Hambourg. Clément Cloutier est aussi chef d'entreprise, consultant en management et en création d'entreprise. Et tout de suite, pour commencer ce débat très attendu par le peuple togolais et également la diaspora, je voudrais soumettre la toute première question au ministre J.B. Bawara, ministre de la fonction publique. J.B. Bawara, écoutez, cela fait plus de 27 ans que les Togolais vivent une crise sociopolitique sans précédent et depuis le 19 août 2017, la crise s'est accentuée. Et 10 mois environ de discussions sur la facilitation de la CEDEAO, difficile mise en œuvre de la feuille de route prescrite. Alors, J.B. Bawara, l'opposition reprend la rue. Où est-ce que ça coince? Monsieur Sylvain Amos, l'opposition n'est pas en train de reprendre la rue puisqu'elle ne l'a jamais abandonnée. Il y a exactement 2 semaines, le samedi, je crois que c'était le 3 novembre 2018, et tous les leaders de la coalition des 14 partis de l'opposition étaient dans la rue avec un regroupement de la société civile qui s'appelle le Front citoyen Togo Debout. J'avais qualifié il y a quelque temps cette organisation de la société civile d'une aile marchande de la coalition. Et tous les mots d'ordre de cette organisation de la société civile sont systématiquement endossés, entérinés et relayés par la coalition. Donc, je crois que la coalition n'a jamais renoncé à la rue, elle n'a jamais quitté la rue. Elle a tout simplement alterné entre la rue et le dialogue. Mais moi, j'ai toujours J.B. Bawara, l'opposition avait suspendu il y a quelques mois les manifestations puisque la médiation continuait au niveau de la CEDEAO. Monsieur Sylvain Amos, je vous parle des faits, je ne parle pas des déclarations. Je vous dis que le 3 novembre 2018, tous les leaders de la coalition des 14 partis de l'opposition étaient dans les rues de Lomé avec le Front citoyen Togo Debout. Ça, c'est un constat. En toute hypothèse, moi, j'ai toujours estimé, et c'est la position du gouvernement, que les manifestations et les démonstrations de rue procèdent des libertés démocratiques et des droits politiques, et même des droits fondamentaux, et que les partis politiques, les citoyens doivent pouvoir exercer librement ces libertés démocratiques et ces droits politiques, y compris la liberté de rassemblement, de manifestation. Et il n'y a pas de raison d'agiter chaque fois les manifestations et les démonstrations comme quelque chose, une menace contre le gouvernement
ou quelque chose qui serait conçu dans un esprit de provocation ou de défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État. Je n'ai jamais compris cette attitude et cette logique de l'opposition. Qu'elle soit dans la rue aujourd'hui, qu'elle ait été le 3 novembre, tout cela est respectable. L'essentiel est de respecter le cadre légal et réglementaire qui régit les libertés de manifestation au Togo et d'agir en évitant les débordements et les troubles à l'ordre public. D'accord. Fabi Kwasi, en ligne depuis Lomé, vous avez écouté tout à l'heure le ministre J.B. Baora qui affirme qu'il ne comprend pas la position de la coalition des 14 et difficile mise en œuvre de la feuille de route prescrite par la CEDEAO. 27 ans que est perdue cette crise, l'opposition reprend la rue. Où est-ce que ça coince selon vous, Fabi Kwasi? Oui, je pense que c'était exactement votre question de savoir où ça coince. Mais avant de revenir, je pense que la C14 a bel et bien abandonné les manifestations de rue depuis que la fameuse CEDEAO est intervenue dans la crise togolaise. Le fait que le Front citoyen Togo debout est appelé à manifester et que les leaders de la C14 aient participé à cette manifestation ne voudrait pas dire que la C14 n'a jamais abandonné les rues. Il y a également des mouvements de soutien au président de la République qui sont soutenus aussi par le parti au pouvoir et l'ensemble du gouvernement. On en a vu, l'apanage de la rue n'est pas seulement la chose de la C14. Il y a bel et bien UNIR et ses ailes marchantes et tous ceux qui le soutiennent, qui manifestent aussi de temps en temps et souvent même de façon hyper pacifique, ils ne sont jamais réprimés, personne ne touche à un seul de leurs cheveux. Maintenant, pour revenir à votre question, ça coince parce que, vous savez qu'au Togo, il y en a qui sont tellement forts, qui ne respectent rien ni personne, ils n'ont pas de parole, ils n'ont jamais respecté aucun engagement, aucun accord, et ce n'est pas une simple feuille de route de la CEDEAO qu'ils respecteraient, que ce soit sur la libération des détenus qu'on a classés dans la rubrique des mesures d'apaisement ou encore sur les réformes constitutionnelles ou institutionnelles ou en tout cas les réformes électorales, je ne vois pas quel compartiment de cette feuille de route est en train d'être exécuté, en tout cas ne serait-ce que de façon consensuelle. Je pense que le parti au pouvoir ou le gouvernement essaie de mener ce processus-là comme bon lui semble, faisant cavalier seul comme toujours, organisant toujours des élections à pas de charge. Je pense que c'est cela leur logique, que la C14 y participe ou n'y participe pas, ça ne leur pose absolument aucun problème parce que vous savez qu'ils ont la force du feu, ils ont la force et ils sont super puissants, super forts. Vous savez très bien ça. C'est pour cela que ça coince. Le jour où ils voudront que ça ne coince pas, eh bien ça ne coincera pas. C'est eux qui mènent le jeu. Donc pour vous, ça coince au niveau d'UNIR. On va quand même, avant de relancer le ministre J.B. Baora, nous allons également donner la parole à Clément Cloutier. Je le disais, il est homme politique germano-togolais, parlementaire coopté de la CDU, l'Union des chrétiens démocrates, parti d'Angela Merkel. Alors Clément Cloutier, vous avez suivi Fabi Kwasi depuis le J.B. Baora. Nous sommes de la diaspora. Où est-ce que ça coince? Plus de 27 ans de lutte et 10 mois environ de discussion sur la facilitation de la CEDEAO, difficile mise en œuvre de la feuille de route prescrite. Clément Cloutier, où est-ce que ça coince? Ben, écoutez, monsieur Sylvain Amos, il faut d'abord remonter un peu plus loin parce que nous sommes dans un système, et moi en tant que Togolais de la diaspora, tout ce qui se passe sur le terrain, dans notre pays d'origine, ça nous intéresse, ça nous interpelle tous. Nous avons un régime qui est là, en place depuis plus de 50 ans, un système qui régit le pays depuis plus de 50 ans, et comme l'a dit le chef de l'État, qui a une certaine minorité qui s'accapare de toute la richesse du pays, alors que l'extrême majorité est dans l'extrême pauvreté. Alors, ces mouvements de rue qu'on constate depuis plus de pratiquement 1 an maintenant, ça ne sort pas du hasard. Il y a comme un sentiment d'exaspération dans la population, et en tant qu'homme politique, il faut être conscient de cet état de fait et essayer de trouver des solutions appropriées à ces problèmes-là. Nous avons une économie qui est plombée. La diaspora, puisque je suis de la diaspora, constitue depuis je ne sais pas combien d'années un support pour les familles. Et on le ressent ici au niveau de la diaspora, que beaucoup de gens sont très mécontents parce que ça ne peut plus continuer de cette manière-là. Et ce serait dommage
de ne pas prendre la mesure de la chose et essayer de réformer le système, notamment, voilà, on demande d'opérer des réformes, on demande que les dirigeants soient à l'écoute du peuple, on demande que le problème de sécurité ou bien d'insécurité soit levé, notamment avec les problèmes des milices. Il y a tellement de problèmes qui gangrènent le système politique togolais au point que ça ne peut pas ne pas coïncider. Ça ne peut pas ne pas coincer, c'est clair, puisque si tous les acteurs arrivent à comprendre que le Togo est un et indivisible, J.B. Bawara, la feuille de route de la CEDEAO est là, mais on pense que on ne la respecte pas. Et à votre niveau, est-ce que vous pensez que UNI respecte cette feuille de route de la CEDEAO? Monsieur Amos, vous savez, parfois je suis malaisé dans ce genre d'interview parce que je me retrouve face à deux. L'une censée être une journaliste, mais dont vous voyez bien que c'est une activiste. Elle l'a toujours été, elle soutient une cause qui est celle de la coalition des 14 partis de l'opposition. Fabi Kouassi est citoyenne togolaise. Voilà, exactement. Donc, c'est son droit le plus absolu. Et puis, vous avez un député respectable, M. Clément Clousset, qui est en Allemagne et dont on comprend bien les propos. Je voudrais d'abord dire trois choses simples. La première, moi, je suis d'accord qu'il y a des organisations de la société civile qui, parfois aussi, manifestent en soutien aux partis politiques unir et au gouvernement. Mais ce qui est incompréhensible, c'est que quand il y a des accointances et des proximités, pourquoi le nier? Pourquoi la coalition nie? Pourquoi les responsables du Front citoyen togolais nient la proximité et la convergence des causes qu'ils sont en train de défendre? Deuxièmement, j'estime que les manifestations doivent être respectées parce que cela relève des libertés, cela relève des droits politiques et on ne peut pas bâtir, édifier, consolider une démocratie sans respecter les libertés de manifestation. Donc, ce que nous ne comprenons pas, c'est pourquoi lorsqu'il doit y avoir une manifestation, cela est agité par les responsables de la coalition comme étant un épouvantail, une menace contre le gouvernement et non pas l'exercice normal, ordinaire de droit. Pour revenir maintenant à la feuille de route, vous savez, moi j'étais admis auprès du chef de l'État togolais lors des débats à huis clos du sommet du 31 juillet 2018 dans notre capitale. Donc je connais très bien la feuille de route de la CEDEAO. Je maîtrise parfaitement les décisions et les recommandations de la CEDEAO. Étant moi-même le responsable de la délégation du gouvernement à ces négociations, étant souvent en contact avec les facilitateurs, les membres du comité de suivi, je sais de quoi nous parlons. Donc, je ne suis pas en train d'échanger avec vous sur ce que les médias disent. La feuille de route est articulée sur 3 points. Le premier point, c'est l'organisation des élections législatives à la date du 20 décembre sur la base d'une révision intégrale du fichier électoral. Le deuxième point concerne la mise en œuvre des réformes constitutionnelles conformément aux 3 axes et orientations qui ont été également définis par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et le troisième point concerne les mesures d'apaisement. On pourrait y ajouter la continuation du rôle des facilitateurs pour accompagner les acteurs politiques togolais ainsi que la mise en place d'un comité de suivi pour accompagner. Alors, nous pourrions prendre les 3 points un à un et je vous dirai ce que le gouvernement a fait, ce que la majorité a fait et en revanche, de l'autre côté, ce que la coalition n'a jamais fait. Je voudrais vous dire ceci. Au lendemain du sommet de la CEDEAO du 31 juillet, moi-même, j'ai pris à tâche, j'ai eu des rencontres et des échanges avec la quasi-totalité des leaders de la coalition des 14 partis. Et je leur ai dit que le gouvernement souhaitait que la feuille de route ayant été adoptée par la CEDEAO soit mise en œuvre de manière concertée et consensuelle en évoquant les 3 points que je viens d'évoquer. Et ensuite, le ministre de l'administration territoriale les a invités pour la date du 7 août 2018. Ils n'ont pas voulu. Je pourrais revenir depuis le début du dialogue tout ce que nous avons fait.
parallèlement, de manière informelle, avec la plupart des leaders de la coalition, et ce qui a été fait de manière structurée, méthodique et formelle, dans un premier temps avec le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, et ensuite avec les deux co-facilitateurs. Donc, je ne veux pas à ce stade y revenir. J'ai le temps, quand vous me le permettrez, de développer les 3 points et de vous démontrer que la mauvaise volonté et la mauvaise foi se situent au niveau de la coalition des 14 partis de l'opposition. D'accord, ça c'est selon vous. Alors, je relance rapidement Fabi Kouassi qui est quand même sur le terrain. Fabi Kouassi, vous avez suivi tout à l'heure le ministre J.B. Bawara qui remet encore, entre guillemets, la faute sur la coalition des 14 et qui plutôt, selon lui, ne respecte pas la feuille de route de la CEDEAO. Fabi Kouassi, quelle est votre réaction? Je pense d'abord que vous avez planté le décor de ces débats en voudrant que le débat puisse se faire avec une certaine tolérance. Tout à fait. Je pense que moi, je n'ai pas traité votre invité du gouvernement par rapport à son titre ou par rapport à son engagement ou par rapport à son fanatisme vis-à-vis du gouvernement qu'il est en train de servir. Moi, je suis journaliste, je suis togolaise, j'ai exercé ce métier depuis 1998. Maintenant, que je sois activiste des droits de l'homme ou autre chose, ça, je laisse ça à sa conscience, mais ce n'est pas un crime. Pas plus que les forces de l'ordre qui ont quand même tendance à assassiner les enfants. Je préfère quand même être activiste que d'être habillé en treillis ou d'être milicien et de faucher la vie des gens. C'est ça toute la différence. On ne peut pas nous reprocher cela. Nous sommes dans un régime qui règne sur le Togo depuis 50 ans, et le dire, ce n'est pas avoir la coloration à C14. Ça, il faudrait que ça soit clair dès le début du débat. Donc, Sylvain Amos n'est pas non plus activiste, parce que de temps en temps, nous disons... être activiste, ce n'est pas un crime, c'est ce que je dis, ce n'est pas un crime. Vas-y, ce n'est pas un crime. Si c'est un crime, il faudrait qu'on nous le dise aussi. D'accord, allez-y. Okay? Donc, sur la question, moi, je veux pas répondre du tac au tac. Je vais respecter les uns et les autres dans le débat, mais de grâce que ça soit pareil pour tout le monde, parce que si c'est quand même un débat, ou bien, et tout le monde a quand même le droit de dire ses idées. Si quelqu'un est mal à l'aise, il le dit, et puis bon, il peut partir. C'est aussi sa liberté de le faire. Moi, je resterai dans ce débat jusqu'au bout, parce que j'estime que j'ai la libre parole, je suis libre de penser ce que je pense, je suis libre de dire ce que j'ai envie de dire. D'accord. Quoi qu'il m'en coûte, ok? Donc, pour revenir à la feuille de route, je pense que ce que le gouvernement a eu à faire, il aura le temps de le dire. Pour l'instant, pour ce que je vois sur la feuille de route, je pense qu'on a quand même demandé qu'on puisse libérer les détenus politiques. Et dans le cadre des mesures d'apaisement, on a assisté à des libérations en pointillés, c'est-à-dire qu'on peut libérer 2-3 personnes, on en ramène une dizaine d'autres personnes parce qu'on aurait fait entre-temps des rafles dans la ville pour des raisons qu'on ne nous explique jamais. Donc, toujours est-il qu'aujourd'hui, en termes de libération de détenus politiques, il y a toujours des citoyens togolais qui sont toujours dans les prisons du Togo, notamment Joseph Eza, Messène Kokodoko, Asiba Johnson, etc., etc. Sur la question de l'organisation des élections par rapport à la date du 20 décembre, on ne sait pas si c'est une date indicative, on ne sait plus si c'est une date fatidique ou si c'est la date du 20 décembre. Voilà, c'est calé pour tout le monde. Mais ce que nous notons par rapport à l'organisation de ce processus électoral, c'est que ce n'est pas inclusif. Pourquoi c'est pas inclusif? C'est parce que le RPT unir au pouvoir organise les choses. Déjà, même la CENI a été avant même que la feuille de route sorte. Et donc, pour faire une CENI inclusive maintenant, c'est la croix et la bannière. Comment rétablir tout cela? Je ne sais pas par quelle magie vont y arriver, mais ils ont pratiquement tout fait, qu'ils ont fait tellement preuve de bonne foi que c'est plutôt les autres qui ne veulent pas les accompagner, parce que au Togo, il faut toujours les accompagner, puisque c'est eux qui mènent le jeu. Si vous les accompagnez pas, vous restez sur la paille. Si vous les accompagnez aussi, vous êtes broyés, parce qu'ils ont toutes les institutions, ils ont l'armée, ils ont tout le pays dans la paume de la main, et c'est eux qui gèrent.
Et en plus, maintenant, ils ont la bénédiction de la CEDEAO. Alors là, c'est du pain béni. Donc, moi, personnellement, je ne vois pas ce qu'ils appliquent par rapport à la feuille de route. S'ils peuvent nous aider à voir beaucoup plus clair, mais ce serait très bien. D'accord. On va relancer dans quelques minutes le ministre JB Bawara en ligne depuis Lomé, Clément Cloutier depuis l'Allemagne. Tout à l'heure, le ministre JB Bawara affirme que c'est plutôt la coalition des 14 qui ne respecte pas cette feuille de route de la CEDEAO. Est-ce que ça coince? Vous l'avez dit tout à l'heure. Votre réaction après avoir écouté le ministre JB Bawara? Ben, écoutez, de mon point de vue, je peux dire que nous, en tant qu'observateurs de loin, on ne peut pas se prononcer directement sur le contenu des discussions puisqu'on n'est pas sur le terrain ou bien parce qu'on ne fait pas partie en fait des discussions. Mais ce qu'on apprend de nos amis sur le terrain, de la population, c'est que la C14 réitère la composition paritaire de la CENI, qui a été faite tout dernièrement. On demande aussi l'arrêt du processus électoral, surtout la reprise totale des opérations de recensement, ce qui, à mon point de vue personnel, a été bâclé puisque la grande majorité de la population n'a pas participé justement à ce recensement-là. Il y a aussi l'impossibilité, la date du 20 décembre, je crois que Fabio Kouassi l'avait dit tout à l'heure, est-ce que c'est à titre indicatif, comme l'avait annoncé le président Condé sur France 24, ou bien si c'est une date qui est déjà arrêtée pour les élections législatives. Donc viennent aussi les problèmes de libération des détenus politiques. Tout cela, je ne sais pas si au niveau du gouvernement, les dispositions ont été prises pour que ces points soient pris en compte. On note seulement que le gouvernement est dans sa logique d'aller faire des élections législatives le 20 décembre. Mais théoriquement, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas faisable dans la mesure où il y a toujours ce mécontentement et c'est, je dis, ce doute par rapport au système qui n'est pas encore levé du côté de la population togolaise. D'accord. JB Bawara en ligne depuis Lomé, on parle toujours de cette feuille de route de la CEDEAO pour d'autres Togolais. La médiation de la CEDEAO a échoué. Alors la feuille de route de la CEDEAO fait également mention des mesures d'apaisement, comme vient de le dire Fabio Kouassi depuis Lomé, et cela doit nécessairement passer par la libération des détenus politiques. Et il est vrai que le pouvoir a libéré quelques prisonniers. Mais qu'en est-il du cas des membres du mouvement citoyen Mbouek et Asiba Johnson de Rejad? Certains observateurs pensent que le pouvoir fait du marchandage politique. JB Bawara. Monsieur Amos, vous savez, moi j'aime quand les gens sont pris dans leur propre incohérence et inconstance. Mais si la feuille de route dit de libérer les détenus et qu'il faille le faire, mais en ce moment-là, pourquoi la même feuille de route qui dit qu'il faut organiser les élections législatives le 20 décembre deviendrait indicative? Mais ce sont des questions de principe, Monsieur Clément. Est-ce que d'abord les conditions, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour aller aux élections au Togo? Écoutez, je dis à partir du moment où il s'agit de respecter scrupuleusement et intégralement les décisions et les recommandations de la CEDEAO, si certaines parties commencent à estimer et à considérer que certains des aspects sont indicatifs et facultatifs, mais tout le monde fera de même. Et à partir de ce moment-là, nous allons vider la feuille de route de son contenu et personne ne respectera rien. Nous connaissons la portée de la CEDEAO et des institutions internationales. Nous n'avons pas besoin de faire des cours ici pour dire quelle est la nature des décisions d'une organisation comme la CEDEAO. D'accord. Je ne vois pas au nom de quoi des partis politiques togolais ou le gouvernement devraient considérer que des trois principaux points que j'ai cités tout à l'heure, la tenue des élections législatives le 20 décembre, la réalisation ou l'accomplissement des réformes constitutionnelles et la poursuite des mesures d'apaisement, une des dispositions serait facultative et indicative et les autres seraient obligatoires. Maintenant, pour revenir aux mesures d'apaisement, qu'est-ce que la CEDEAO dit? Je voudrais vous lire de mémoire ce qui est écrit dans la feuille de route de la CEDEAO. Il s'agit d'accélérer les procédures judiciaires relatives aux personnes ayant été arrêtées à l'occasion de manifestations et d'envisager la possibilité de mesures de clémence additionnelles. Donc, ces deux aspects, à la fois accélérer les procédures judiciaires et ensuite envisager des mesures de clémence additionnelles.
depuis le 31 juillet, un nombre important de personnes qui étaient détenues a déjà été libéré. En deuxième lieu, le 23 septembre, moi-même, j'ai indiqué à la coalition de l'opposition que le gouvernement était disponible pour Mais les rencontrer. il semblerait que le pouvoir choisit plutôt les prisonniers qu'il doit libérer. Non, c'est pas ce que la feuille de route dit. Je vous rappelle ce que la feuille de route dit. La feuille de route n'a jamais, et la CEDEAO n'a jamais eu comme objectif de mettre l'autorité judiciaire togolaise sous le boisseau et d'enfreindre l'autorité de la justice. Il s'agit à la fois de concilier les deux exigences. L'exigence de lumière, de vérité et de justice, mais en même temps de faire preuve de décrispation et de bonne volonté, parce que nous avons besoin de retrouver la décrispation, la détente et la confiance entre nous pour pouvoir avancer. Et pendant ce temps-là, nous devons pouvoir faire preuve d'ouverture les uns envers les autres. Que personne n'ait la tentation de déformer et d'abuser des dispositions qui sont contenues dans les décisions de la feuille de route. À propos de la CENI, je voudrais informer que je vous ai dit que j'ai rencontré moi-même les responsables de la coalition les 3, 4 et 5 août 2018, c'est-à-dire 2 ou 3 jours après le sommet de la CEDEAO. Et je leur avais dit que le gouvernement était disposé à œuvrer avec eux pour trouver des solutions. Concernant les représentants de la société civile et des partis politiques extra-parlementaires, et examiner la question du représentant de l'UFC. Mais entre cette date-là, les 3, 4 et 5 août, il a fallu attendre plus d'un mois pour régler ce problème, alors que nous avions la possibilité de discuter entre nous, d'échanger entre nous, de régler cette question et de poursuivre le processus électoral de manière inclusive. Vous savez, vous parlez de beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. C'est vous que l'éditeur. Je voudrais quand même en revenir, avant de relancer Fabi Kouassi en ligne depuis l'OB, je voudrais revenir sur ce sujet-là, les mesures d'apaisement. Pourquoi justement les mouvements, les membres du mouvement Nouveau qui sont toujours en prison, que reproche-t-on concrètement à Bessène Kokoroko, Joseph Eza et Asiba Johnson de Rejad? Pourquoi ils sont toujours gardés en prison? Est-ce que c'est du marchandage politique? Non, d'abord, pour ce qui concerne M. Asiba Johnson, M. Sylvain Amos, vous et moi, nous avons échangé à plusieurs reprises à propos de lui. Tout à fait. Vous connaissez la vérité. Il a écrit un faux rapport. Il a fabriqué un faux rapport parce qu'il était financé par un certain nombre d'officines et de milieux. Il a parlé de charniers. Il a parlé de fausses communes. Il a parlé de plus de 100 personnes qui auraient été tuées. Est-ce que vous estimez que même en Suisse où vous êtes, on peut raconter des mensonges comme ça? Là où notre concitoyen, M. Clément, le député Clément Clousset est en Allemagne, est-ce qu'on peut fabriquer de faux rapports comme ça? Nous avons cherché à lui donner l'occasion de se racheter. Vous et moi, nous avons parlé. La ministre, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme l'a invité. Il aurait pu déférer à cette invitation aimable et cordiale et admettre que peut-être le rapport était en train d'être finalisé et qu'il n'avait pas eu la possibilité de vérifier les informations et que, bon, peut-être il est sorti prématurément. On aurait examiné la situation différemment. Mais parce qu'il avait reçu l'argent de certaines officines, parce qu'il était financé, y compris par certains milieux politiques et de la diaspora, et l'objectif, c'est de noircir le Togo, c'est de noircir le régime, mais il faut qu'il puisse assumer la responsabilité de ces mensonges et de ces actes. Maintenant, concernant nos frères de Nuboké, je voudrais vous dire ceci. Je l'ai toujours dit, ce qui s'est passé le 19 août 2017 procédait d'une tentative de déstabilisation. Et les gens s'étaient préparés bien avant. Nuboké fait partie des organisations de la société civile. J.B. Barra, est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avez des preuves? Mais écoutez, je suis un membre du gouvernement, je sais de quoi je parle. Et quelles sont ces preuves? Je vous dis, Nuboké fait partie... Mais vous n'êtes pas un juge. Vous n'êtes pas un juge et je n'ai pas à vous donner des preuves. On veut savoir, le peuple veut savoir. Pourquoi on les a gardés? Écoutez, donc, si le peuple veut savoir, que le peuple patiente, lorsque le procès de ces personnes aura lieu, vous verrez alors quelles sont les preuves qui seront. Je veux respecter
l'autorité de la justice et je ne veux pas m'interférer dans le cours de la justice. Je vous dis tout simplement qu'il y a un certain nombre d'allégations qui sont importantes. Ces personnes doivent avoir la possibilité de se défendre. Ils font partie des gens qui ont entretenu la violence, qui ont travaillé pour créer un réseau à travers tout le pays, aussi bien dans le milieu politique, associatif que syndical, dans le but de déstabiliser notre pays. D'accord. Et eux aussi, ils doivent pouvoir assumer la responsabilité de leurs actes. D'accord. En tout cas, nous, on n'a pas toutes ces informations. Là, on va voir avec Fabi Kouassi qui est basé à Lomé au Togo. Vous avez suivi les allégations du ministre Gilbert Bahora. Est-ce que vous avez les mêmes informations? Quelle est votre réaction, Fabi Kouassi? Non, je ne suis pas du tout étonnée. Hein. Je ne tombe pas des nues en écoutant ce que je viens d'écouter. Mais je dirais tout simplement que dans ce pays également, il y a eu le rapport sur la torture des citoyens togolais, notamment dans le dossier de coup d'État, qu'on appelle communément le dossier Patania Simbe. Ce rapport a été tripatouillé et ce rapport a été tripatouillé, donc falsifié. Un rapport d'une institution constitutionnelle. Ça a été tripatouillé dans ce Togo. Et ça a valu l'exil à son ex-président, l'ex-président de la CNDH, M. Kofi Konté. On n'a pas eu des gens qui sont quand même jetés en prison. Mais c'était au vu aussi de tout le monde que ce rapport a été tripatouillé. Donc, la preuve du tripatouillage, ou en tout cas de la publication de faux rapports par le REJAD que préside M. Asiba Johnson, sûrement qu'ils vont nous dire que le dossier est en instruction. Et les dossiers en instruction au Togo, nous savons très bien que c'est aussi comme les dossiers de secret d'État. On n'en sait pas plus que les gens restent en prison jusqu'à ce que ceux qui ont quand même le droit de vie et de mort sur les autres décident de les libérer ou de ne pas les libérer. Et donc vous avez justement la réponse à la question que vous posez, à savoir sur les mesures d'apaisement et la possible libération ou non des membres de Nubweke et des autres. Ça veut dire que ces personnes-là vont vers des procès, comme on en a l'habitude de voir dans le pays, c'est-à-dire qu'on ne les verra pas de sitôt dehors. Deuxième chose, quand on nous parle de tentative de déstabilisation dans laquelle serait impliqué le mouvement Nubweke, moi, franchement, je pense que c'est peut-être une révélation pour moi. Et donc, c'est bon à savoir que, voilà, les tentatives de déstabilisation, apparemment, les gens ont quand même des logiciels pour rentrer dans la cervelle des Togolais pour savoir qui veut déstabiliser qui. Parce que le ras-le-bol est tellement qu'on peut mettre aujourd'hui tout le monde en prison pour tentative de déstabilisation, parce que tout le monde a tellement envie de voir autre chose que ce pouvoir séquentenaire-là. Mais ce qui est choquant, et je vais en finir là, monsieur Sylvain Amo, c'est que mais dans ce pays, on a vu des gens cagoulés. Tout à fait. On a vu des gens cagoulés qui s'en sont pris aux citoyens, les menus, qui ont fauché le jeune Jojo Zoubeke, Joseph, qui a été inhumé pratiquement à 1 an, dans la fleur de l'âge, à 10 ans. Mais personne. Alors là, aucun milicien, aucun représentant des forces dites de l'ordre n'a été interpellé sur ce sujet-là. Donc, à croire que au Togo, soit tu es dans la mouvance des plus forts et tu peux jouir de l'impunité jusqu'à Iston, où tu es dans la masse populaire, dans la grande majorité, et tantôt on peut dire que tu es passible de tentative de coup d'État, tu as fait ci, tu as fait ça, tu possèdes des vidéoprojecteurs ou je ne sais quoi. Des jumelles. Les délits, on peut en fabriquer, des jumelles, des délits, on peut en fabriquer tout simplement parce que tu n'as personne pour te défendre et pour te sortir d'affaires. C'est ce Togo-là que nous ne voulons plus. C'est ce Togo-là qui catégorise les gens, qui compartimente les gens en fonction de la coloration politique, en fonction de la coloration ethnique, en fonction de ces considérations-là qui ne font pas grandir les peuples. C'est pour cela que je suis quand même scandalisé qu'on nous dise aujourd'hui que eh bien, les miliciens peuvent jouir de leur liberté et les Nubwekistes peuvent rester en prison parce qu'ils auraient tenté
de déstabiliser le Togo, qui est quand même l'un des pays où on dit que les services de renseignement sont quand même assez sophistiqués et qui peuvent détecter n'importe quelle attaque ou en tout cas quelle tentative de déstabilisation du pays à plusieurs kilomètres à la ronde. Ça, je ne peux pas le comprendre. D'accord. Donc, voilà à peu près moi ce que je peux dire pour réagir rapidement et pour revenir rapidement aussi sur la question des élections. Personnellement, moi, la date du 20 décembre ne me pose aucun problème. Hein. Bon, pourquoi ne pas y aller même tout de suite là? Le pouvoir en place. Mais est-ce que toutes les conditions sont réunies, Fabi Kwasi? Même si toutes les conditions n'ont jamais été réunies pour aller aux élections dans ce pays, parce que ils sont juges et partis. Ils ont la Cour constitutionnelle, ils ont la CENI, ils ont l'armée, ils ont les régies financières, ils ont tout pour organiser tout. C'est pour cela que dans la feuille de route de la CEDEAO, ils sont enclins à aller à pas de charge vers les élections le 20 décembre plutôt que de libérer les gens. Là, ils ont mis un coup d'accélérateur sur les élections parce que c'est dans cela qu'ils excellent le plus. Donc, le 20 décembre, le 20 novembre, c'est comme ils veulent. C'est juste pour dire quoi? Que ce n'est pas ça qui va régler fondamentalement la crise togolaise. Le fait de vouloir organiser les élections à pas de charge, si ça peut régler le problème du Togolais qui veut manger les 3 repas par jour, qui veut se soigner convenablement, qui ne demande pas grand-chose, qui veut juste le minimum, si ça peut régler le problème, pourquoi pas? Allons-y, le 20 décembre, et puis après, on verra. Ben, écoutez, monsieur Amos, c'est ce que dit le ministre Barbara. Nous n'avons pas les éléments dont il dispose pour faire ce genre d'affirmation. Tout ce que moi, personnellement, je peux faire en tant que Togolais de la diaspora, c'est que nous sommes dans une situation où nous sommes au 28e dialogue. Le 28e dialogue pour régler le problème togolais. Et apparemment, ce 28e dialogue est aussi probablement voué à l'échec vu l'évolution sur le terrain. Quand nous parlions tout à l'heure du 20 décembre, je voudrais rappeler au ministre Barbara que, en fait, ce n'est pas une attention qui vient de nous. Nous suivons de loin ce qui se passe au Togo et c'est une déclaration de président Alpha Condé sur France 24, une interview qu'il avait accordée où il lui avait été expressément demandé si le 20 décembre était la date fixée pour les élections législatives. Et il a clairement répondu que c'était une date indicative. Ben, moi, en tant que citoyen togolais de la diaspora, je voudrais plutôt revenir sur un point qui concerne directement le ministre Barbara. Vous savez, nous sommes tous des Togolais, quelle que soit notre appartenance. Si je prends le cas de l'Allemagne, nous avons la grande coalition, alors mon parti, la CDU, et le parti adverse qui est la SPD, qui gouvernent ensemble depuis pratiquement 8 ans ce pays. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que qu'importe notre appartenance politique, à un certain moment, il faut essayer de trouver un consensus pour le bien du pays qu'on gouverne. Alors, si je prends le cas du Togo, vous êtes ministre de la fonction publique. Et selon les statistiques, nous avons pratiquement 60% des jeunes diplômés et qui sont sans emploi, monsieur le ministre. Et tout ça là, c'est une fronde sociale qui est en place et qui ne va jamais s'estomper aussi longtemps que le problème togolais ne sera pas réglé à la base. Nous avons, au niveau de la diaspora, quand on prend une ville comme Lille en France, nous avons 200 médecins togolais qui sont opérationnels et qui sont de très grands professeurs, alors que le Togo manque cruellement de médecins. Nous suivons de près la fronde sociale dont vous êtes, dans le ministère vous incombe avec le ministère de la fonction publique. Et tout ça, c'est des problèmes pour le pays. Le système sanitaire, Fabi l'évoquait tout à l'heure, des gens qui n'arrivent pas à manger 3 repas par jour. Je crois que c'est indigne d'un pays comme le Togo, excusez-moi que je le dise aussi franchement, parce que si on voit le développement en Afrique avec une classe moyenne qui est en train de s'agrandir, alors qu'au Togo, on n'a pas cette classe moyenne-là. On a des gens qui sont extrêmement riches, et puis, à la fin, des gens qui sont extrêmement pauvres. Monsieur le ministre, comprenez-nous, en tant que Togolais de la diaspora aussi, nous voulons que ça change. Essayons de trouver le juste milieu pour le bien de tout le peuple togolais. Et ça serait ma demande à vous personnellement, monsieur le ministre de la fonction publique. J.B. Barbara, est-ce que vous voudrez répondre ou réagir aux questions de Clément Gouchet? Vous le voulez, sinon moi j'ai une question. Oui. Non, d'abord je voudrais lui dire ceci.
j'ai beaucoup de respect et de considération pour le président Alpha Condé et pour le président Nana Akufo-Addo. Les facilitations et les médiations sont des tâches extrêmement fastidieuses et difficiles. Parce que le rôle d'écouter les partis et puis d'essayer de les concilier et de trouver des solutions de compromis et de synthèse n'est jamais une tâche facile. Et effectivement, le président Alpha Condé et un de ses ministres ont indiqué que la date du 20 décembre n'était pas une date fétiche. Mais en même temps, j'aurais tendance à dire que la position du président Alpha Condé n'est pas une parole d'évangile. Une décision qui a été prise en conférence de chefs d'État et de gouvernement ne peut pas, comme ça, de manière subjective, être remise en cause par un président de la République, fut-il facilitateur. Notre frère et concitoyen, M. Clément Clousset, qui exerce aujourd'hui une fonction éminente et noble au sein du Parlement, est-ce qu'il croit que des décisions de l'Union européenne pourraient être remises en cause de manière unilatérale par un dirigeant des pays membres de l'Union européenne? Mais il faut être sérieux, il faut être crédible. Il ne faut pas, sous prétexte, on dit, on est au 28e dialogue. Bon, je ne connais pas l'âge du député Clément Clousset. Moi, j'ai 51 ans. Mais certains des aînés qui ont conduit le Togo dans un bourbier politique, mais malheureusement, c'est la plupart d'entre eux que nous retrouvons aujourd'hui en face de nous comme interlocuteurs. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de faire une rétrospective, de faire un bilan, parfois même de reconnaître que les uns et les autres nous avons fauté et que nous n'avons pas agi en ayant à l'esprit l'intérêt général du pays et échanger de méthode. Mais quand vous avez les mêmes acteurs politiques qui sont sur la scène depuis les années 90, et donc qui ne cherchent même pas à évoluer. Mais Jibeba Aura, Fonya Singbe, et quand même, il est Nyasimbe. Il a dirigé le Togo pendant 38 ans. Monsieur Amos, vous avez un papa, vous avez une maman, je les respecte. Moi, je n'examine pas, je n'analyse pas l'action de qui que ce soit, fût-il journaliste, à l'aune de son ascendant, de savoir qui est son père et sa mère. Et puisque vous pensez que les mêmes acteurs, puisque vous nous dites que les mêmes acteurs sont toujours au pouvoir. Monsieur Amos, il faut apprendre à apprécier l'action des uns et des autres en fonction de ce qu'ils posent comme acte individuellement et non pas qui est leur père et qui est leur mère. Maintenant, pour en revenir à la situation du développement économique, à la fronde sociale, aux défis en matière de santé et d'éducation. Bon, je ne sais pas quelle est la dernière fois que le député Clément Clousset est venu au Togo. Moi, j'ai quand même les indicateurs et les éléments d'appréciation du Togo par rapport à beaucoup de pays. Le Togo n'est pas le pays où aujourd'hui on est en train de restreindre ou de limiter les libertés syndicales et politiques. Je connais le salaire des Togolais par rapport aux autres pays de la sous-région. Effectivement, notre pays reste encore confronté à des défis importants, à des préoccupations en matière d'emploi, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'agriculture et en matière de bien-être des populations, mais donner le sentiment que notre pays serait le dernier de la classe par rapport aux autres pays, mais c'est vraiment faire preuve de spécificité et ne pas être objectif. On va voir, me donner des chiffres qui attestent de cela. On peut comprendre vous pouvez, il faut continuer à faire des efforts. On peut vous comprendre. Je suis également favorable, D'accord. à ce que des actions vigoureuses soient prises pour encourager et inciter nos concitoyens qui ont acquis une bonne expérience, qui ont des compétences, qui aujourd'hui sont à l'étranger, pour que même en restant là où ils sont, ils aient la possibilité et l'opportunité de venir contribuer au développement et à la prospérité de notre pays, y compris les médecins dont M. Clément Clousset parle. Je ne veux pas redonner la parole à Clément Clousset puisqu'il est de la diaspora, il n'est pas sur le terrain. On va voir ce que pense Fabi Kouassi plutôt. Et puisque Jibeba Aura pense que voilà, le Togo n'est pas le seul pays où la misère règne. Fabi Kouassi, quelle est votre réaction?
Donc, moi, je constate juste que la minorité au pouvoir, telle que le président de la République a eu à le reconnaître un temps, vit dans un autre monde, vit dans sa tour d'ivoire, à telle enseigne que quand on leur dit qu'il y a des Togolais dans ce pays qui peuvent se lever et ne pas avoir de quoi manger pour une fois, pour 2 fois, pour 3 fois dans la journée, ça peut les scandaliser parce que c'est une réalité à laquelle ils n'ont jamais été pratiquement confrontés, en tout cas depuis qu'ils surfent avec le pouvoir ou depuis qu'ils sont au sommet. Mais c'est quand même assez réel. C'est très très réel. Il suffit juste peut-être de vouloir pratiquer cette expérience-là avec le citoyen lambda et de s'en rendre compte. Donc la deuxième chose, c'est que, et ça personne ne peut le nier, le Togo aujourd'hui est l'un des rares pays qui n'a pas un hôpital quand même digne de ce nom, où on peut mourir d'un mal de tête, d'un mal de ventre, en tout cas de quelque chose qui n'est pas quand même censé nous faire voir, nous faire passer de vie à trépas. Et ça, ces exemples-là sont quand même légion. Et moi, je ne vais pas peut-être personnaliser le débat, mais actuellement, la situation est quand même assez difficile. Peut-être qu'il y en a qui ont le miel qui coule à flot chez eux, et donc du coup, ils peuvent estimer que même si les autres n'ont pas du miel, ils ont quand même quelque chose qui sortent de leur robinet. Mais il y en a il y a nada, rien ne sort des robinets de la plupart des Togolais. Et c'est pour cela que à entendre certains membres du gouvernement avec autant d'arrogance et cette façon-là de parler aux Togolais comme des moins que rien, ça choque la conscience. Ça choque la conscience et on se pose la question de savoir, mais ces gens-là, ils vivent dans quel pays, ils vivent dans quel Togo? Et donc, forcément, la situation est quand même assez réelle. Et je vais finir aussi sur cette partie-là. Monsieur Sylvain Amos, vous me recevez toujours? On y va, je vous reçois. Allez-y. Voilà, d'accord. Donc, la deuxième chose, c'est que effectivement, on peut être fils de quelqu'un et arriver au pouvoir. Ça, c'est normal parce que tout le monde est citoyen et peut aspirer à diriger son pays. Mais dans le Togo, depuis en tout cas 50 ans, le pouvoir se lègue comme dans une monarchie. C'est ça aussi qui est la réalité. Je ne suis pas sûr que si M. Faure Gnassingbé ne porte pas le patronyme qu'il porte, il peut être à la tête du Togo aujourd'hui. La preuve, il y a beaucoup de personnalités dans le RPT devenues unir. Pourquoi ils n'ont pas remplacé le général Eyadéman après sa mort et que ce soit son fils? Et on sait les conditions dans lesquelles M. Faure Gnassingbé a accédé au pouvoir. On ne va pas refaire l'histoire aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui ne plaît pas trop aux gens du pouvoir, mais c'est aussi une vérité. Donc aujourd'hui, on a comme l'impression que vous êtes porteur d'un certain patronyme, vous avez droit à un certain nombre de privilèges, que vous n'êtes enfant de personne et vous n'avez droit à rien. Et ceux qui ne sont enfants de personne ou ne peuvent même pas imaginer se retrouver aujourd'hui dans les géants de pouvoir qui s'y retrouvent, c'est eux qui narguent carrément tout le monde. Donc la pauvreté est telle que ce n'est même pas la C14 qui est le problème. Le Togo n'a même pas une opposition assez forte pour faire face à cette tyrannie-là. Mais c'est la souffrance et la misère que ce régime séquantenaire a créé dans le pays qui est la vraie opposition à ce régime. Donc il ferait mieux de travailler en tout cas sur ces indicateurs-là plutôt que de dormir sur les satisfecits des rapports Doing Business, de FMI, de Banque mondiale, alors que dans le panier de la ménagère, il n'y a absolument rien à grignoter. C'est vraiment déplorable. Clément Cloutier, vous avez soumis des questions par rapport au taux de chômage élevé, le développement qui n'est pas tellement visible au Togo. Est-ce que le ministre Gilbert Bawara vous a répondu? Est-ce que vous êtes satisfait de ses réponses? Non, mais écoutez, je pense que monsieur le ministre Bawara, en tant que ministre en charge de la fonction publique, est conscient du problème. Tout ce que nous voulons en tant que diaspora, vous savez, moi je suis dans la création d'entreprise, dans le consulting, dans le conseil en entreprise. Ce que nous voulons, c'est que le Togo se développe. Nous avons énormément de capacités à l'extérieur, donc dans la diaspora, pour participer justement au développement de ce pays-là. Quand nous voyons nos frères qui quittent
le Togo pour venir en Occident, d'autres qui meurent en mer, ça fait mal. Quand les journaux en parlent, quand à la télévision, tout récemment, on montrait un Togolais qui devrait être déporté, mais qui a suscité un grand tollé dans tout le pays, en Allemagne ici, toute la presse en a parlé. Et j'avais été interpellé par des amis. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton pays, le Togo? Et ça ne fait pas vraiment honneur à notre pays. Parce que ces genres d'informations négatives qui passent en boucle. La dernière fois, quand la délégation du Togo était ici, en Allemagne, dans le cadre du Compact with Africa, on a vu ce qui s'est passé à Berlin. Et ça ne nous honorera pas. Tout ce que nous voulons, c'est que le gouvernement prenne en compte vraiment les soucis des citoyens togolais, aussi bien des partis politiques, de la société civile, de la diaspora, parce que nous voulons tous contribuer au développement de ce pays-là. Et il va dans l'intérêt de tout le monde. Et au niveau de la diaspora, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a énormément de compétences qui voudraient revenir, créer des emplois, investir, créer des entreprises, mais on ne peut le faire que dans un climat politique assaini. Et je crois que M. le ministre Ouattara en est conscient. Et voilà, je pense que ce message, il le portera aussi à ses pairs pour que quelque chose se fasse dans ce sens-là, pour qu'il y ait les réformes et que, pour une fois, le Togo soit apaisé, pour qu'on puisse mettre ce pays-là sur la voie du développement. On va parler maintenant du nom de ce problème de la crise sociopolitique au Togo et que sont les réformes institutionnelles et constitutionnelles. J.B. Bawara, sur la feuille de route de la CEDEAO, il y a entre autres recommandations, la réforme constitutionnelle, institutionnelle et électorale. Et là, on constate que seules les élections préoccupent le gouvernement à unir. Alors, pourquoi cette efficience sur ce terrain qui suscite souvent la violence dans le pays? Monsieur Amos, je voudrais d'abord rassurer les auditeurs, parce que au-delà de Madame Fabi et de Clément, je crois que nous sommes en train aussi de débattre, d'échanger avec les Togolais qui nous écoutent. Comme je l'ai dit, le pays est confronté, comme beaucoup d'autres pays africains, à d'énormément de défis, de préoccupations, et nous devons chercher à conjuguer les compétences et les volontés pour continuer à avoir une croissance qui soit beaucoup plus forte, qui soit soutenue, et surtout qui procure à notre pays les moyens de régler les problèmes en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de création d'emplois. J'espère que l'honorable député Clément Clousset, qui dit être dans le Conseil, mettra également ses compétences au service de son pays d'origine. Et nous serons disposés à l'accueillir bien volontiers. Vous savez, ce ne sont pas les incantations qui font évoluer les pays. J'ai dit tout simplement, tout à l'heure, Madame Fabi Kwasi a évoqué ça, je ne l'ai pas voulu l'évoquer. Les indicateurs Doing Business, les indicateurs Mo Ibrahim, les indicateurs du Millennium Challenge Corporation, le MCC américain. Avant d'avoir une croissance économique propre, il faut avoir un climat des affaires, un cadre de régulation qui offre des garanties et qui suscite l'attractivité pour les opérateurs économiques et les investisseurs. Parce qu'on ne connaît pas la réalité de l'économie, on dit que tous ces indicateurs-là ne valent rien, c'est qu'on n'a rien compris à l'économie, on n'a rien compris au social. Parce que le social est lié à l'économique et l'économique dépend d'un certain nombre de facteurs, dont le climat des affaires et dont les notations que les institutions internationales telles que le Doing Business, telles que le FMI, la Banque mondiale, peuvent avoir comme appréciation, comme analyse et comme données sur un pays. Maintenant, pour revenir aux réformes constitutionnelles, vous savez, souvent les gens disent, bon, les conditions ne sont pas propices en termes de climat d'apaisement, en termes de réformes électorales pour pouvoir aller aux élections législatives. Ce n'est pas un problème nouveau. Nous en étions conscients et d'ailleurs, lorsque le président ghanéen, dans le cadre de bons offices qu'il assumait, essayait de nous aider, à un moment, il nous a dit, mais comme il y a beaucoup de blocages et de désaccords concernant la question des réformes constitutionnelles, pourquoi ne pas commencer par les sujets plus ou moins les plus aisés, tels que les réformes électorales, l'amélioration
le renforcement et la consolidation du cadre électoral. Et puis, on va créer davantage de décrispation et trouver son chemin en évoluant. Et donc, le 23 mars 2018, il a proposé au dialogue que l'on mette de côté, dans un premier temps, la question des réformes constitutionnelles et qu'on s'attaque en priorité aux réformes électorales avant de revenir à la question des réformes constitutionnelles. Je voudrais vous informer, ce jour-là, c'est M. Jean-Pierre Fabre qui a estimé que tant que la question de la candidature de M. Paul Nassimbe n'aura pas été réglée, il n'est pas question d'aborder les réformes électorales. Il faut être conséquent. C'est ce que veut également le peuple togolais, parce que c'est le retour à la constitution de 1992 où c'est, voilà, je pense que c'est cette fameuse phrase qui pose problème en aucun cas. Monsieur Amos, si on devait faire évoluer la démocratie, l'état de droit, les libertés, le contexte et la situation politique au Togo et dans les autres pays à travers des slogans et des incantations tels que vous êtes en train de le faire, ça se saurait. Mais c'était dans la constitution togolaise. Depuis les années 1900, quand vous dites Togolais, vous me mettez où moi? Vous mettez où les autres Togolais qui ne pensent pas comme vous? Moi, je pense que d'abord, quand on est démocrate et profondément convaincu de la démocratie, on évite la démagogie et le populisme qui consiste à dire que une frange de l'opposition ou des partis politiques incarne tout le Togo, incarne tous les Togolais. Moi, je respecte profondément la diversité et la pluralité des opinions et des tendances politiques dans notre pays. Quelle est cette façon-là de dire tout le temps le peuple togolais? Le peuple togolais, c'est qui? Vous mettez où ceux qui ne sont pas d'accord avec ceux qui sont dans la rue et ceux qui sont dans la coalition? Il faut être sérieux, monsieur Amos. Cessez avec les incantations et les slogans. Maintenant, sur les réformes constitutionnelles, je voudrais vous informer, le vendredi dernier, il y a une semaine, le gouvernement a adopté un projet de révision constitutionnelle qu'il a envoyé à l'Assemblée nationale. On est au courant. Pourquoi nous l'avons fait? Parce que le chronogramme de mise en œuvre de la feuille de route qui a été adopté au comité de suivi le 23 septembre indiquait que le gouvernement doit adopter le projet de révision constitutionnelle avant le 10 novembre. Le gouvernement a agi le 9 novembre. La commission de la CEDEAO a désigné un expert constitutionnaliste avec comme objectif de réfléchir à la cohérence du projet du gouvernement par rapport aux orientations définies par les décisions de la CEDEAO. Deuxièmement, d'examiner la cohérence interne du point de vue juridique du projet de texte défini par le gouvernement. Et en troisième lieu, d'apprécier le projet du gouvernement par rapport aux normes et aux pratiques sous-régionales et internationales. Dès la semaine qui a suivi la réunion du comité de suivi. Désolé pour la ligne qui nous emmerdait un petit peu. On a réussi encore à avoir nos invités en ligne depuis l'Allemagne à Hambourg. Nous allons relancer le ministre J.B. Bahora sur les questions des réformes constitutionnelles et institutionnelles et électorales. J.B. Bahora, vous avez la parole. Non, je venais de vous situer le contexte ayant conduit à l'adoption du projet de révision constitutionnelle par le gouvernement. Et je rappelais également que la commission de la CEDEAO a désigné un expert constitutionnaliste qui a travaillé et qui a produit un rapport. Ce rapport a été transmis au gouvernement togolais le lundi dernier, le lundi de cette semaine, en même temps qu'aux deux facilitateurs. D'accord. Et contrairement au faux rapport qui circule sur les réseaux sociaux, et le rapport de l'expert pourra être versé au débat à l'Assemblée nationale et édifié. D'accord. Et donc, nous espérons que le débat à l'Assemblée nationale sera ouvert, que les députés et les représentants de la nation vont débattre, délibérer dans un esprit de compromis et d'ouverture, et que ce projet pourra être définitivement adopté à l'Assemblée nationale. D'accord. Et avant de vous laisser réagir par rapport à ces questions des réformes institutionnelles et conditionnelles et électorales, nous allons voir ce que pense également Fabi Kwasi en ligne depuis Lomé, puisque c'est le nœud même de la crise. Fabi Kwasi,
Qu'en pensez-vous? Et le gouvernement a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale. Vous avez écouté tout à l'heure le ministre de la fonction publique, J.B. Bawara. Fabi Kwasi. Ben, de toutes les façons, il va falloir que le Togo cesse d'être un pays atypique en la matière et de se conformer aux normes démocratiques. Moi, j'ai toujours dit une chose et je la maintiens, soit on veut faire de la démocratie, on souscrit aux normes démocratiques, et ou on veut faire autre chose, on le dit, et on fait passer à l'Assemblée nationale qui aujourd'hui est à majorité unir. Donc on ne peut pas prétendre vouloir faire de la démocratie et se comporter comme dans une monarchie. Et le Togo n'est pas un royaume. Et donc, il va falloir aussi que ces réformes tiennent compte du fait qu'un seul individu ne puisse pas monopoliser le pouvoir de façon pratiquement éternelle, en tout cas jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y a d'autres citoyens qui ont des compétences qui peuvent aussi nourrir des rêves de gérer ce pays et d'apporter quelque chose à ce Togo-là. Donc, il va falloir aussi que ceux qui sont au pouvoir, notamment M. Fornias, qui gère le Togo depuis bientôt 15 ans, puissent se mettre aussi dans la posture qu'il peut exercer un autre métier autre que la présidence du Togo. C'est de ça qu'il s'agit, que ça se passe à l'Assemblée nationale ou par un autre moyen. Je pense que c'est une question de vision. Parce qu'on aurait dû terminer également ce chapitre de réforme depuis fort longtemps, depuis au moins 2006. Un an après l'avènement de M. Fornias-Singh au pouvoir, il y avait eu quand même l'accord politique global. Après, il y a eu les CPDC 1, 2, rénové, machin, mais les réformes ne sont jamais intervenues parce qu'effectivement, l'équipe dirigeante ne veut pas céder la main. C'est ça aussi le fond du débat. Il faudrait pas qu'on fasse des incantations comme qui dirait juste pour gagner du temps, pour jouer le chrono et puis jouer les Togolais comme punching ball. Le peuple a également des talents, a également des génies et a besoin de tous ses fils pour sa construction. On ne peut pas se permettre de permettre juste à une minorité, à un petit clan, à une petite famille qui est au pouvoir depuis 50 ans de continuer par jouer sur la Constitution, sur les tests qu'ils se sont faits eux-mêmes, juste pour se pérenniser, nous parler à chaque fois de réformes ou de pointer du doigt X ou Y, que c'est pour cela que les réformes ne sont pas faites. Si les gens veulent faire des réformes aujourd'hui et veulent engager le Togo sur la voie de la démocratie, mais ça ne prendra même pas une journée. La nuit du 5 février, ça a juste pris quelques minutes, non? Alors pourquoi maintenant ça doit prendre 10 ans, 15 ans avant qu'on ne dote le Togo des tests démocratiques pour permettre à chaque citoyen de pouvoir passer à la tête de ce pays et de passer la main quand le moment sera venu. D'accord. Clément Cloutier, vous qui êtes en Allemagne, à Hambourg, que pensez-vous de tout ceci qu'autour de ces réformes-là, le gouvernement a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale, J.B. Bawara vient de le confirmer, mais ce projet ne comporte pas cette fameuse phrase « en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats ». Quelle est votre réaction là-dessus? Écoutez, je crois que c'est là le nœud du problème actuel auquel on est confronté. Hein. Chacun peut y aller de son interprétation, mais c'est évident que l'esprit de la Constitution de 92, que j'avais voté, puisque M. Bawara voulait savoir quel âge j'ai, je suis pratiquement dans le même âge que vous. J'avais voté pour cette Constitution en 93, avant de quitter le Togo. Donc, je crois que c'est cette formule-là qui importe le plus aux Togolais, parce que ce n'était pas un hasard à l'époque quand les législateurs avaient introduit cette phrase dans la Constitution, puisque cela répondait déjà à l'époque à l'inquiétude de la population après le long règne de M. Eyadema. Donc, si on veut éviter à l'avenir des situations de blocage politique, comme c'est le cas depuis pratiquement 1 an, il faut accepter d'avoir le courage et il faut avoir le courage d'accepter d'aller vers la démocratisation des institutions politiques au Togo. Et donc, ce qui conduira nécessairement à une limitation de mandat. Et je crois que c'est dans ce sens que le peuple se bat depuis un certain temps maintenant. Tout à fait. Pourquoi ne plus insérer dans le nouveau projet, en aucun cas, c'est la grande question que se pose au bon nombre de Togolais, J.B. Bawara. Monsieur Sylvain Amos, vous savez, nous sommes en train de réaliser et d'accomplir des réformes impersonnelles et neutres qui concernent
tout le Togo, tous les citoyens togolais, et qui vise à faire évoluer notre pays en matière de démocratie, en matière d'état de droit, à renforcer le climat politique dans notre pays. Moi, je ne connais pas de constitution qui soit immuable et intangible. Monsieur Clément Clousset, lui, il a eu l'opportunité, l'occasion de voter pour la Constitution de 92. Moi, je n'ai pas eu cette occasion. Peut-être que si on lui demandait son avis aujourd'hui, il aurait évolué, il aurait changé. Tout le monde se souvient du contexte et des conditions dans lesquelles la conférence nationale avait eu lieu et les conditions dans lesquelles cette constitution, cette fameuse constitution de 1992 avait été adoptée. Même à supposer qu'à l'époque, elle était consensuelle et unanime. Mais nos sociétés sont confrontées à des mutations, à des évolutions, et il faut savoir également adapter nos textes, nos édifices institutionnels à ces évolutions. La grande majorité des Togolais aujourd'hui n'avaient pas la majorité civique requise en 1992. Aujourd'hui, on est dans un contexte nouveau, on a la possibilité de rénover en profondeur nos textes. J'apprécie Madame Fabi Kouassi, j'espère qu'elle va encourager tous les partis politiques siégeant à l'Assemblée nationale à œuvrer pour voter ce texte. Je voudrais l'informer que le parti UNIR, à lui tout seul avec 62 députés, ne dispose pas de la majorité qualifiée nécessaire pour opérer une révision constitutionnelle. Alors, si nous agissons dans un esprit de compromis en cherchant à préserver l'intérêt général, à faire évoluer notre texte constitutionnel... Donc, Gilbert Bahora, si on comprend le compromis... D'accord, si on comprend bien le compromis que veut unir, c'est laisser Faure Gnassingbé et briguer un nouveau mandat en 2020. Non, vous savez, au niveau du Parti uni, nous ne nous sommes jamais réunis pour débattre des questions de personnes. Nous cherchons à faire évoluer les textes et à réformer la Constitution dans l'intérêt du Togo et non pas par rapport aux ambitions et aux intérêts d'un parti politique ou d'un individu. Le moment venu, c'est un parti politique responsable, hein. Il se réunira, il débattra en son sein et il choisira librement son candidat, comme les autres partis politiques ont également la liberté de choisir leur candidat. Les seules limites, c'est celles qui sont fixées par la Constitution. D'accord. Le reste, et je voudrais enfin vous dire que Madame Fabi a son opinion, mais qu'elle laisse l'ensemble des citoyens en âge de voter le moment venu et par rapport à ceux qui se présenteront comme candidats se prononcer dans les urnes. Ce qu'elle peut dire ou ce que je peux dire ici, ça relève juste de volonté personnelle, ne peut pas s'imposer à l'ensemble de la population togolaise. Mais Gilbert Bahora, vous le savez, hein, vous le savez très bien que ça grande partout au pays et dans la diaspora. Est-ce qu'il vous arrive de vous interroger par rapport au grogne finalement planétaire contre le régime et son gouvernement quand même? Mais si j'étais comme vous et que je considère que les concitoyens togolais qui sont en Suisse, qui sont dans la diaspora, représentent l'intégralité des Togolais, peut-être j'aurais la même affirmation. Si j'étais dans le même état d'esprit que la coalition des 14 partis et que je devais prétendre que ce regroupement de partis politiques représente toutes les sensibilités politiques, tous les courants d'opinion, je ferais la même affirmation que vous. Moi, je crois que le peuple togolais, c'est une communauté à la fois plurielle et diverse. Et il faut savoir respecter toutes les opinions. D'accord. Et donc, il faut donner la parole à la population à travers les urnes et elle va se déterminer, elle dira qui est le meilleur en termes de qualité personnelle, de compétences, de capacité et de vision pour gouverner le pays. Il ne s'agit pas dans les réseaux sociaux ou dans des manifestations de se substituer à l'ensemble des citoyens et au corps électoral et d'imposer un courant de pensée. En tout cas, alors, nous enregistrons ce débat, on nous signale qu'au Togo, il y a eu une très forte mobilisation. Le peuple est encore sorti très nombreux dans les rues de Lomé pour dire non à la dictature des Gnassingbé au Togo. Écoutez, Gilbert Bahora, en RDC, à République démocratique du Congo, Joseph Kabila, jeune président comme Faure Gnassingbé, décide de ne plus se représenter
aux prochaines élections. Alors, je sais que Kabila a cédé sa place à un membre de son parti. Alors, pour une alternance pacifique au Togo, est-ce que UNIR ne peut-il pas avoir un autre candidat autre que Faure Gnassingbé? Pourquoi vous insistez sur Faure Gnassingbé pour que, voilà, et au niveau de ces réformes-là, vous insistez qu'on ne ramène pas cet article-là en aucun cas, Gilbert Bawara? Non, nous n'insistons sur personne. Ce que nous désapprouvons, les faits donnent raison quand même aux populations. Quelqu'un comme vous puissiez décider à la place des militants du parti UNIR. Chaque parti, chaque regroupement de partis politiques s'organise, décide en son sein conformément à ses intérêts, à sa vision, et le moment venu, c'est les militants et les responsables du parti UNIR qui se détermineront, et non pas un journaliste ou ce qu'un groupe d'acteurs politiques pense. Vous savez, vous êtes actuellement en Suisse et vous êtes en train de dire qu'il y a une forte mobilisation à Lomé. À part ce que les réseaux sociaux vous disent et un certain nombre de militants... Nous avons des correspondants au Togo. Il y a Fabi Kwasi à Lomé. Écoutez, on nous a dit qu'il y a des millions de Togolais dans la rue. Nous savons ce qu'il en est. Il y a une semaine, il y a 10 jours, notamment le 3 novembre, on nous a dit qu'il y avait des milliers. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, les manifestations et les démonstrations procèdent des libertés et des droits politiques. L'organisation d'une marche ou d'une manifestation ne doit pas être agitée comme un épouvantail ou comme une menace, voire un défi par rapport à un gouvernement. D'accord. Nous continuerons à respecter les libertés de manifestation et de protestation. L'essentiel est que cela se déroule dans le respect du cadre légal et qu'on évite de poser des actes qui sont attentatoires à l'ordre public et qui provoquent des troubles et même des préjudices pour les autres citoyens qui ne sont pas concernés. On va relancer Fabi Kwasi depuis Lomé. Fabi Kwasi, Gilbert Bawara doute de la mobilisation populaire au Togo pour venir à bout de ce régime. Vous qui êtes à Lomé. Oui, mais c'est tout à son honneur. Hein. Vous savez que ceux qui incarnent le régime de M. Faure Gnassingbé sont dans le déni même de l'évidence. C'est comme on le disait tout à l'heure, quand on disait qu'il y en a qui n'arrivent pas à avoir un seul repas par jour. Pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas possible au Togo et pourtant c'est réel. Et donc, il y a foule, effectivement, dans les rues de Lomé. Si les gens ne veulent pas voir cela, mais moi, je ne sais plus quoi leur dire. Mais on a vu des milliers de manifestants dans ce pays. Des ministres de la République nous ont dit qu'ils ont vu une 50aine de manifestants. Donc, l'histoire jugera. Et la réalité qui fait force aujourd'hui montrera aussi si les Togolais adorent tellement ce régime pour le plébisciter pendant 50 années durant. Je ne sais pas si nous sommes le peuple le plus bête au monde, mais quand on nous dit qu'il faut laisser les Togolais choisir les présidents de leur choix, comme si les Togolais avaient toujours le choix libre de faire ce vote-là, ce qui n'a jamais été le cas. Et puis par rapport aux réformes, moi je n'ai jamais dit que je vais accompagner une réforme qui va se faire dans le sens où M. Faure Gnassingbé reste éternellement président du Togo. M. Faure Gnassingbé a déjà fait 2 mandats, il est dans son 3e mandat. Que dit la Constitution de 1992? Même la Constitution qu'ils ont tripatouée, retripatouée, et le projet que l'ESPER a envoyé, que dit ce projet-là? Dans tous les pays au monde, ça n'a jamais été un boulevard. Si c'est le cas, mais qu'on vote une monarchie à l'Assemblée, on n'en parle plus. Le mandat est bien limité dans le temps et dans l'espace. Il y a d'autres Togolais très intelligents, plus intelligents que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Il faut leur donner le temps de pouvoir faire le preuve et servir leur pays. C'est tout ce que nous disons. Donc, et donc, ce n'est pas la C14 qui est l'opposition aujourd'hui. Moi, je le dis, je le répète. Il y a un ras-le-bol tel de ce régime de père en fils que il fait mieux de nier l'évidence peut-être sur les antennes, mais dans leurs officines, de prendre la mesure de la situation et de vouloir quand même sauver ce pays. Si, en tout cas, c'est leur intention de le sauver, de ne pas quand même être dans la posture du genre, si c'est pas nous, vaut mieux que le Togo disparaisse de la carte du monde, quoi. Parce que des fois aussi, on a comme cette impression-là que, bon, on veut faire de la politique de la terre brûlée, mais ils ne réussiront pas quand même à tuer tout le monde. C'est vrai qu'ils en tuent, mais ils peuvent pas tuer quand même autant de Togolais.
juste pour le pouvoir. D'accord. Avant de relancer Clément Cloutier depuis Hambourg en Allemagne, je reviens encore sur la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Projet est envoyé à l'Assemblée nationale. Justement, Gilbert Bawara, ce projet est envoyé à l'Assemblée nationale. Vous voulez de le confirmer, mais visiblement, on a des informations comme quoi ce projet n'a pas pris en compte le rapport de l'expert recruté par la CEDEAO. Est-ce un rejet du travail effectué par l'expert? Et des journaux au Togo parlent même d'un rapport falsifié par le gouvernement. Gilbert Bawara. Bon, j'ai toujours encouragé les médias, les journalistes à faire preuve de beaucoup de professionnalisme et d'objectivité. Tout à fait. Lorsque un expert de la CEDEAO rédige et soumet un rapport à son institution, et si un journaliste et des médias ont des doutes sur l'authenticité et la validité d'un rapport, pourquoi ne pas rechercher l'information auprès de qui de droit? J'ai indiqué tout à l'heure que le rapport nous a été soumis uniquement le lundi dernier et il a été communiqué simultanément au président du Ghana et de la Guinée. Donc, il doit être assez aisé de vérifier auprès de ces deux chefs d'État et auprès de la commission de la CEDEAO l'authenticité du rapport. En revanche, je vous dis que le rapport qui circule sur les réseaux sociaux est un faux rapport. Il n'est même pas signé, il n'est même pas daté. Le rapport qui a été remis aux autorités togolaises, chacun, y compris les responsables de la coalition des 14 partis, peut chercher à vérifier son authenticité. Maintenant, le rapport nous a été remis lundi, je crois que c'était le 12 novembre, alors que le chronogramme adopté par le comité de suivi le 23 septembre disait que le gouvernement doit soumettre son projet de révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale au plus tard le 10 novembre. Comment voulez-vous que nous puissions respecter le 10 novembre quand le rapport nous est seulement transmis et communiqué le 12 novembre? Cela étant, il est toujours possible que lors des débats en commission des lois à l'Assemblée nationale et même lors des débats en plénière, l'Assemblée nationale puisse s'emparer du rapport et des recommandations et propositions de l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO et en fasse l'usage que l'Assemblée nationale voudrait. À force de passer le temps dans des supputations, dans des procès d'intention, dans des accusations fallacieuses et infondées, on finit par croire que tout ce qui est rapporté, tout ce qui est raconté dans les médias, surtout au Togo, est vrai. Madame Fabi est avec nous dans un débat sur vos antennes. Elle n'est donc pas à la manifestation, mais en même temps, elle dit qu'il y a une foule dans les rues de Lomé. Comment on peut le faire? Elle doit avoir un don d'ubiquité. Fabi Kwasi, vous voulez répondre au ministre Gilbert Bawara? Mais absolument. Je pense que l'émission ne vient pas de commencer. Exactement. Par contre, la marche a débuté à quelle heure? Tout à fait. Donc, il faut qu'on soit cohérent. Je pense que si monsieur le ministre veut avoir une fixation sur ma personne, ce n'est pas l'objet du débat. Il faut qu'on arrête. Vous n'êtes pas journaliste, vous êtes ministre. Moi, je suis journaliste, ce que vous n'êtes pas. Vous êtes la dernière des personnes sur laquelle je ferai une fixation, madame. Alors, donc, arrêtez à chaque fois de vouloir m'apprendre mon boulot, là. Parce que moi, je ne vous apprends pas comment vous allez faire votre boulot. Exactement. Et j'ai une appréciation quand même de vous le faites, là. On va se calmer et c'est un débat tout au long de ce débat. Encouragez-la à retrouver sa sérénité. Elle a été. Je suis très très sereine, mais je ne me laisse pas dicter des choses comme vous avez l'habitude de le faire. Non. Calmez-vous, calmez-vous. On peut le faire dans la convivialité. Tout à fait. Vous n'êtes pas journaliste. De quoi vous menez? Vous n'êtes pas journaliste, monsieur le ministre. Vous ne l'êtes pas. Est-ce que vous étiez en reportage sur le terrain? Non, donc vous ne pouvez pas parler. Tout à fait. Vous avez vos canaux d'information. Nous avons nos canaux d'information. On va continuer. Nous allons sur le terrain. Vous ne pouvez pas être à la fois en train de débattre et de savoir ce qui se passe. Le débat a commencé à quelle heure, monsieur le ministre?
Le débat a commencé à quelle heure? En tout cas, Fabi Kwasi était sur le terrain et elle nous avait envoyé. La marche a commencé à quelle heure? Elle nous avait envoyé également des photos depuis le lieu des manifestations du rassemblement. Et voilà. Et alors nous enregistrons. Madame Fabi est habituée à envoyer des photos et à écrire des choses qui sont inexactes. Donc c'est pas. Je ne pense pas, Monsieur le ministre. De quoi vous parlez? Mais vous racontez votre vie. Vous racontez des mensonges tous les jours et personne ne vous dit rien. De quoi vous parlez? Quel mensonge? Calmez-vous, ce n'est pas... Vous qui m'animez ma page Facebook ou mon blog? Mais monsieur Sylvain Amos, vous ne pouvez pas permettre de ces choses-là. Exactement. Monsieur le ministre doit le savoir. Monsieur le ministre, calmez-vous. Nous sommes dans un débat citoyen, un débat. Non, je suis assez serein. Je dis qu'elle est habituée à des choses inexactes. Non, je ne pense pas. Et Fabi Kwasi. Mais vous êtes habitué aussi à raconter beaucoup de mensonges. Bon, allez, beaucoup de mensonges, monsieur le ministre. Vous mentez tellement. On va continuer le débat, Fabi Kwasi. Calmez-vous. Je vous comprends. Je comprends votre réaction. Alors, Clément Cloutier, vous avez suivi la réaction tout à l'heure du ministre de la fonction publique, J.B. Bawara, et la position d'UNIR. Donc, l'UNIR est catégorique. Donc, cette fameuse phrase-là, en aucun cas, ne peut, exercer plus de 2 mandats, ne peut figurer sur le nouveau projet. Donc, quelle est votre réaction? Que lui a fait le peuple togolais devant cette situation, Clément Cloutier? Écoutez, Monsieur Sylvain Amos, je souhaiterais qu'on élève le niveau du débat. Tout à fait. Et qu'on évite de s'attaquer parce que nous sommes de grandes personnes, nous sommes des personnalités responsables, respectées et respectables. Donc j'aurais souhaité qu'on soit dans le fond du sujet et éviter des attaques personnelles. Ceci étant dit, je l'avais déjà évoqué. Je me rappelle quand j'avais voté pour cette constitution-là en 93 au collège. Allô? Allez-y, on vous reçoit. Ah, d'accord. À l'école de Hanoukopé. Donc, je me rappelle l'effervescence à l'époque. Et nous qui sommes aujourd'hui dans la diaspora, je crois que nous nous retrouvons pleinement dans cet article-là. Et l'amputer complètement de la Constitution serait une grave erreur, à mon point de vue, parce que, comme l'avait évoqué tout à l'heure Madame Fabi, entre-temps, il y a eu des amputations de la Constitution au point que ça ne reflète plus l'aspect de ce qui avait voté à l'époque. Bon, maintenant que le RPT, ou bien UNIR, veuille garder ça en l'état et aller aux prochaines élections avec cette constitution-là, je crois que c'est ce qui nous a amené là où on est maintenant, avec la fronde, avec les marches, et qui a conduit ce même régime à faire appel aux médiateurs pour que le problème soit réglé. Donc je crois qu'au lieu de tourner autour du pot, il faut attaquer le problème à la racine, essayer de trouver des solutions d'approche pour que le Togo sorte définitivement de ce cycle-là. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Bon, pour le reste, avec la rhétorique, tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais le problème reste tel. Et moi, je ne peux qu'appeler, en tant que membre de la diaspora, qui veut que ce pays-là se développe, je ne peux qu'appeler au bon sens de tous les acteurs politiques, aussi bien du système en place que de l'opposition, pour qu'un consensus se trouve, pour qu'ensemble nous apportions notre contribution au développement de notre pays, qu'est le Togo. Tout à fait. Et nous tirons pratiquement vers la fin de ce débat, Monsieur le ministre de la fonction publique, J.B. Bawara, et on l'a dit, donc le peuple togolais est conscient que la médiation de la CEDEAO a échoué. Donc on le voit clairement. La coalition UNIR ou le gouvernement, on sait, voilà, donc vous l'avez dit que c'est la coalition plutôt qui ne respecte pas la feuille de route de la CEDEAO. Donc ils disent que non, c'est plutôt UNIR. Donc vous êtes des citoyens togolais, donc nous sommes dans un débat citoyen. Comment entrevoyez-vous la fin de cette crise, J.B. Bawara? Bon, Monsieur Amos, quand vous dites le peuple togolais est conscient que la CEDEAO a échoué, vous parlez de qui? Du peuple togolais. Oui, c'est là, justement. Est-ce que vous pouvez au moins admettre que au sein de la population togolaise, il y a une pluralité et une diversité des opinions?
Dites que la coalition des 14 ou certains partis politiques, ou vous-même, votre opinion est que la CEDEAO a échoué. Mais ne dites pas que le peuple togolais. C'est le propre même des démagogies et des populismes de s'abriter sur le peuple et de vouloir s'accaparer et monopoliser le peuple. Moi, je ne pourrais pas le faire. D'accord, ça c'est votre opinion. Les autres opinions au sein de la société togolaise qui n'ont pas le même point de vue et la même opinion que moi. C'est clair. Moi, je vous ai dit, les présidents ghanéens et guinéens, tous les travaux de médiation, de facilitation sont des missions, des tâches fastidieuses, difficiles. Il faut écouter les partis, il faut essayer de les concilier, il faut parvenir à des solutions de compromis, à des synthèses. On ne va pas à un dialogue et à des discussions en disant, en étant dans une sorte d'intégrisme de la pensée, en disant, si ma position ne prévaut pas, si le facilitateur ou les médiateurs ne font pas ce que moi je demande, ça signifie qu'ils ont échoué. Donc moi, je voudrais vraiment que nous ayons un peu plus de respect et d'égard pour des chefs d'État qui délaissent leur activité et leurs charges quotidiennes dans leur pays, qui cherchent à nous aider. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je ne me suis pas prononcé définitivement sur l'incise en aucun cas. Moi, je ne veux pas le gouvernement adopter un projet de révision constitutionnelle. Ce projet va à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale aura la possibilité de tenir compte du rapport authentique de l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO. L'Assemblée nationale débattra en toute indépendance. Les députés jouissent d'un droit d'amendement. Moi, en tant que gouvernement, nous ne pouvons pas envoyer un texte à l'Assemblée en leur disant c'est ça ou rien. Alors, nous disons tout simplement qu'il faut débattre de ce texte avec un esprit d'ouverture, avec la volonté de compromis et surtout la nécessité de sortir du statu quo et de blocage et une fois pour toutes adopter la révision constitutionnelle. Et ensuite, les Togolais auront l'occasion de se prononcer sur les questions de candidature. Maintenant, comment nous sortons de la situation actuelle? Un processus est en cours. Le gouvernement a toujours été disposé, engagé à respecter scrupuleusement les décisions et les recommandations de la CEDEAO. C'est ce que nous sommes en train de faire avec la préparation des élections législatives. Ces élections se tiendront à bonne date, c'est-à-dire le 20 décembre. Et des élections, le au Togo, c'est un cycle infernal, élection, répression, contestation, répression. Quelle garantie vous donnez au peuple togolais? C'est votre opinion, je la respecte. Quelle garantie? JB Bawara, soyons véridiques. C'est pas la réalité. Depuis 2005, 2010. Monsieur Amos, est-ce que vous pouvez jouer votre rôle de journaliste? Tout à fait, c'est ce que je fais. D'engager les débats avec moi. Tout à fait. Je dis, mais moi j'étais ministre de l'administration territoriale en 2013 et en 2015. Des scrutins ont eu lieu, les élections législatives, les élections présidentielles. Est-ce que vous pouvez me dire les violences qui s'en sont suivies? Monsieur le ministre, les faits donnent des affirmations gratuites. Il y a beaucoup de preuves, monsieur le ministre. Les élections au Togo sont souvent suivies de violences. Vous pouvez faire toute forme d'affirmation infondée, non vérifiée, ça ne changera rien. Donc, vos affirmations ne deviendront pas la vérité. D'accord. Je vous dis, nous allons respecter et mettre en œuvre les décisions et les recommandations de la CEDEAO et nous espérons que toutes les parties en feront de même pour que, à travers les élections et les réformes, ainsi que les mesures d'apaisement, nous puissions retrouver la stabilité et la cohésion. D'accord. Merci beaucoup, JB Bawara. Vous êtes ministre de la fonction publique. Merci d'avoir participé à ce débat citoyen. Et Fabi Kwasi, vous êtes en ligne depuis Lomé. Vous avez suivi la conclusion dans ce débat. Ministre JB Bawara, le durcissement de ton de la coalition vient après la rencontre de Conakry. La coalition a repris les manifestations. Fabi Kwasi, que direz-vous pour conclure ce débat? Oui, pour conclure, je dirais juste qu'il ne s'agit pas de s'égosier des indicateurs des institutions de Bretton Woods et autres, tant qu'on ne peut pas permettre à son peuple qui vit dans l'extrême pauvreté de vivre de façon décente. C'est cela être au service de son peuple, c'est cela aussi gérer un pays. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, vous parlez de la fin de la crise. Je pense que lors de leur dernier congrès, je parle du parti au pouvoir, je pense que le président de ce parti a estimé qu'ils sont le problème, ils sont la solution. Et donc aujourd'hui, la fin de la crise, de ce que vous appelez crise, équivaut aussi à la fin de la famille Gnassingbé, de la règne, de la longévité au pouvoir, du règne des Gnassingbé au pouvoir, et acolyte, et ça, on n'a pas l'impression que cette possibilité-là est entrevue de la part de ce parti. Donc, on ne saurait se prononcer sur la fin de la crise de manière assez formelle. Mais nous sommes des êtres limités, nous sommes des êtres humains, nous sommes limités, nous sommes des êtres finis. Une fatigue passagère peut avoir raison des uns des autres. Un AVC peut aussi passer par là, juste pour nous dire que en toute chose, faut penser à demain. Et c'est très très important parce que tout est vanité. Quand je vois les gens aujourd'hui faire comme si ils sont même au-dessus du Créateur, je suis tout simplement estomaqué. Et la nature même fonctionne selon les principes de l'alternance. Tout s'alterne dans la vie, tout. Et d'une façon ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, l'alternance reste irréversible et inéluctable pour le Togo. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fabi Kouassi, journaliste. Vous nous accompagnez à Ligne depuis Lomé. Rapidement, Clément Cloutier, que direz-vous pour conclure ce débat? On le disait, la coalition des 14 a décidé de reprendre la rue, justement, c'est après la rencontre de Conakry. Dirons-nous, la médiation de la CEDEAO a échoué. Votre mot de fin dans ce débat, Clément Cloutier? Ben, écoutez, j'ai deux réflexions. La première, c'est que un bon dirigeant doit être à l'écoute de son peuple et savoir lire les signes des temps. Je voudrais dire, je suis aujourd'hui par la force des choses germano-togolais, donc naturalisé. J'ai une fonction politique et la responsable de mon parti s'appelle Angela Merkel. Lorsque la chancelière avait annoncé sa candidature la dernière fois, avant les dernières élections du Bundestag, j'avais lu, j'avais été interpellé, comme quoi des officiels togolais avaient fait une comparaison entre le système togolais et l'Allemagne, en disant, mais pourquoi la chancelière sera encore candidate et qu'au Togo, on dise que quelqu'un ne devrait pas. Et là, j'avais réagi, où j'ai dit, nous sommes dans deux systèmes différents. Nous avons un système présidentiel au Togo, ici nous avons un système parlementaire, ce qui n'est pas pareil. Mais si vous avez suivi les derniers développements dans la politique allemande, la chancelière a annoncé qu'elle se retirait de la tête du parti, et nous sommes actuellement dans un processus de renouvellement à la tête du parti. Qu'est-ce que je voulais dire? Nous sommes dans une situation où elle a su comprendre qu'après les résultats, quoi qu'elle ait fait du très bon travail pour ce pays pendant pratiquement 8 ans que la grande coalition a travaillé, pourtant il y a comme un peu une certaine défiance par rapport à sa personnalité dans la population. Ce qui a conduit à ce qu'elle prenne cette décision-là, qui est louable, qui est appréciée et qui est aimée de tout le monde. Donc, qu'on soit vraiment conscient de ce que c'est le peuple qui, en fin de compte, décide de tout, et que ça nous serve de leçon aussi dans nos pays d'origine. Le second point, c'est à l'endroit du peuple togolais. C'est par la force des choses que nous nous retrouvons aujourd'hui dans la diaspora. Et comme je l'avais dit tantôt, nous ne sommes pas contents des conditions de vie de notre population. Parce qu'en fin de compte, les grandes charges reposent sur la diaspora. Pour une Ivaquine, pour une opération, pour les écoles, pour la nourriture. Alors, tout, c'est la diaspora pendant bientôt plus de 20 ans, ou même plus. Et donc, nous voulons juste dire que nous pensons à vous, au peuple togolais, que ce soit des gens du parti ou des gens de l'opposition. Nous voulons juste que les grands acteurs politiques trouvent une solution adéquate pour régler le problème togolais, afin que nous, de la diaspora, nous puissions revenir contribuer au développement de notre pays, parce que les conditions actuelles ne nous le permettent pas. Et sur ce, je dis merci à M. le ministre d'avoir été là, dans ce débat avec nous,
Merci de ce que il a été ouvert pour nous expliquer certaines choses que nous prendrons en compte. Merci à Fabi Kouassi et à toi-même, Sylvain, pour cette invitation. Merci également à vos auditeurs auditrices câbles sur le 3 fois W Canal K dans ce débat. La crise sociopolitique perdue, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition reprend la rue, la médiation de la CEDEAO a-t-elle échoué? Nous avons débattu avec Gilbert Bahora, ministre de la fonction publique, avec Clément Cloutier, homme politique germano-togolais parlementaire copté de la CEDEAO, l'Union des chrétiens démocrates, parti de la chancelière Angela Merkel, chargé des questions d'intégration et d'immigration avec siège au Parlement local de Hambourg-Nord. Clément Cloutier aussi chef d'entreprise, consultant en management et ancien chef d'entreprise. Fabi Kouassi est journaliste en ligne depuis Lomé. Merci à vous et bonsoir. C'est le dernier appel. C'est le dernier combat. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.